Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez FIAM pour nos chroniques hebdomadaires sur les marchés. Nous avons fait un flash spécial jeudi avec la grande nouvelle qui occupe les marchés financiers, aussi bien que d'ailleurs d'un point de vue sociétal, mais que nous n'aborderons pas ici, l'invasion de l'Ukraine par les soviétiques, déjouant un peu l'ensemble des pronostics qui avaient été faits quant à la stratégie de Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Ukraine et des pays limitrophes de la Russie. Alors, cette invasion surprenante a provoqué des réactions assez insoupçonnées au niveau des sanctions, par là même réveillant un OTAN quasiment en état de mort cérébrale et surtout resserrant des liens européens jusqu'à présent un peu distendus sur l'Europe de la défense et mettant en place des sanctions qui n'étaient pas vraiment attendues dans leur rapidité, leur ampleur et leur concertation au niveau européen. On a d'abord eu, durant le week-end, le blocage de SWIFT pour une grande majorité du système bancaire russe, le gel des réserves de la Banque centrale, derrière des mesures moins financièrement directes, mais qui ont un impact assez net sans doute sur l'économie soviétique, de gel de l'ensemble des espaces aériens, de gel des avoirs des oligarques, plus tout un tas de mesures assez symboliques prises par l'ensemble des pays, avec un grand absent au milieu de l'échiquier qui est la Chine, qui n'a pas pris de mesures, mais en revanche s'est abstenue lors du vote condamnant cette invasion au niveau ukrainien. Donc une riposte très forte des Européens. On a vu des changements de pied et de cap assez nets d'un point de vue géopolitique historique, avec une Allemagne qui rompt avec 70 ans, je dirais, de mise à l'écart du système de défense, avec une budgétisation de 100 milliards sur 5 ans pour remettre à niveau son armement, c'est absolument colossal. Une Europe qui va débloquer des fonds très récemment, je dirais, voté au niveau européen de l'ordre de 500 millions d'euros pour donner des armes létales, comme ça a été dit, à l'Ukraine. La Suède, qui change sa position de neutralité, héritée depuis assez longtemps. Donc on voit bien qu'il y a un grand mouvement et une réaction européenne face à la surprise, je dirais, de l'attitude de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, nous ne sommes pas politologues et encore moins dans la tête de Vladimir Poutine. Je crois que personne n'y est. Tout le monde suit les informations, je dirais, pas exactement ce qui se passe, mais en tout cas les informations qu'on nous donne. Donc le conflit reste actif avec un encerclement de la capitale et visiblement des troupes qui se massent, laissant craindre encore des combats qui vont durer et de l'escalade. De l'autre côté, une résistance ukrainienne qui surprend par sa vigueur. Une résistance ukrainienne au niveau politique qui devient assez forte, avec même ce matin Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, qui a demandé son adhésion à l'Union européenne, ce qui n'est pas forcément parti pour arranger les négociations, dont un deuxième round va être mis en place entre Russes et Ukrainiens à la frontière biélorusse, et qui pour l'instant tempère les marchés. Alors maintenant, si on en arrive justement sur les marchés financiers, au global, si on prend la séquence dans son ensemble depuis avant l'entrée de l'invasion de l'Ukraine par les Russes, eh bien, finalement, les marchés pensent que l'impact ne va pas être si fort que ça. Ceci dit, il faut voir un petit peu plus dans le gris. On a des marchés actions européens qui, après avoir perdu 6%, je dirais, au plus fort de l'inquiétude, sont remontés sur espoir de temporisation et de négociation, puis redescendus à cause des sanctions prises pendant le week-end. Et semble ce matin un peu se calmer, mais c'est très, très, très incertain. Il y a fort à parier que la volatilité va durer encore un certain temps, puisque même si des négociations sont entamées et que Vladimir Poutine continue de parler à visiblement plus qu'un seul dirigeant, Emmanuel Macron, du camp occidental, on est quand même loin de trouver une solution simple qui permette aux deux parties de ne pas perdre la face et donc d'arrêter le conflit. Mais au global, c'est des marchés actions européens qui ne baissent entre guillemets que de 3%, des marchés actions américains qui, après avoir accusé le coup de 4%, un peu plus, sont revenus quasiment à l'étal, avec même un Nasdaq qui, après avoir fait moins 6,5, est aujourd'hui 2 points plus haut. Côté taux d'intérêt, côté crédit, on a eu des écartements de marge de crédit, de spread, de l'ordre de 10 centimes sur l'investment grade et de 30 centimes sur le high yield par rapport au swap. Un écartement du swap spread traduisant à la fois le besoin de qualité sur la dette d'État et peut-être l'inquiétude, ou je dirais la mise dans les prix d'un peu de stress sur le système bancaire, qui est le secteur assez perdant
à la fois pour des raisons de rebaisse de taux, comme pour des raisons de sanctions à l'égard de la Russie et de potentiel impact de la période. Donc des taux d'intérêt qui, au global, sur la période, baissent de 20 centimes. On a un 10 ans allemand qui repasse en gros de 0,30 à 0,10. En déclinaison avec l'ensemble des taux européens, peut-être même un peu plus sur le BTP, sur la dette italienne, des taux américains qui ne rebaissent que de 15 centimes. Donc les marchés naturellement, sont passés en mode risk-off, si vous me pardonnez l'anglicisme, c'est-à-dire sont allés chercher la qualité sur le taux d'intérêt. Et en même temps, quand on regarde ces variations de taux d'intérêt, c'est tout à fait intéressant, car si on a eu 20 centimes de baisse de taux d'intérêt sur le taux réel, sur le taux nominal allemand, à l'intérieur, en fait, on a les anticipations d'inflation qui sont montées de 15 centimes et le taux réel qui, lui, a baissé de 30 centimes. Donc on voit bien que la répartition de ces taux d'intérêt est en train de bouger. Elle nous dit quoi? Elle nous dit deux choses. C'est que d'abord, les banques centrales, comme c'était dit par Philippe Lane, commencent à avoir un discours plus prudent, ne sachant pas l'impact réel d'un point de vue économique qui va avoir lieu en fonction de la durée du conflit surtout, et de sa résolution et de sa façon de se résoudre, puisqu'on n'est sans doute peut-être pas au pic des combats et donc au pic des sanctions. Et donc des banques centrales plus prudentes, ce qui provoque des baisses de taux réels, par là même de facto une inflation combattue moins rapidement, et donc un peu plus d'anticipation d'inflation. Mais au global, des taux nominaux qui baissent. Deuxième facteur, et c'est ce qu'avaient évoqué Benjamin et Eric jeudi dernier, c'est que mécaniquement, on risque d'avoir des tensions sur les prix de l'énergie qui vont rapporter une inflation exogène qui a un double effet. D'abord, une inflation dans les prix qui peut contraindre la consommation des ménages et qui, s'il devenait trop forte, pourrait également avoir un aspect récessif en cas de dérapage incontrôlé des prix de l'énergie. Il faut bien voir que dans le cadre des sanctions, aujourd'hui, il n'y a pas eu de frein sur les livraisons de gaz et de pétrole. Mais ce qui permet au pétrole de ne pas trop déraper, autour de $100 le baril, les États-Unis ayant annoncé qu'ils allaient largement puiser dans leurs réserves. En cas d'escalade du conflit assez sévère, on pourrait imaginer, en scénario de risque, des arrêts de livraison de gaz, une envolée des prix de l'énergie très violente, donc de l'inflation et de la récession à venir, nous mettant presque dans un contact, si les choses s'aggravaient et duraient, de stagflation, c'est-à-dire une période de croissance forte avec concomitamment une croissance faible, ce qui mettrait très probablement les banques centrales en difficulté, car elles n'auraient pas assez de croissance pour lutter contre l'inflation. La consommation des ménages serait sans doute soutenue par les États, provoquant de la dette publique comme on l'a connu pendant le Covid, et donc des banques centrales qui devraient maintenir les taux d'intérêt assez bas. Donc vous voyez une situation assez complexe et assez volatile sur les marchés financiers. Aujourd'hui, comme on l'avait évoqué, on est, d'un point de vue macro et microéconomique, sur la situation précédant le conflit, sur des niveaux qui retrouvaient une valorisation qui pouvait assez attractive, je dirais, sur les niveaux des indices actions. En revanche, il nous paraît nettement trop tôt aujourd'hui pour prendre tout type de position, dans la mesure où Vladimir Poutine a surpris une fois assez significativement l'ensemble des experts, y compris au plus haut niveau. Hormis le renseignement américain, tout le monde a été pris à contre-pied. Il n'est pas exclu qu'il puisse encore surprendre, et donc l'épisode de volatilité qu'on traverse devrait continuer. Donc aujourd'hui, la prudence est de mise sur les actifs risqués, indépendamment de l'analyse macro et microéconomique, qui va forcément dériver. Le plus longtemps ce conflit durera, le plus longtemps les sanctions seront mises en place, le plus les économies seront impactées, donc avec un risque de révision de ces perspectives de croissance et des bénéfices, ainsi que des taux d'intérêt qui, comme on l'a vu, ne seront pas forcément orientés à la hausse par l'inquiétude de l'inflation, avec une répartition très différente entre taux réel et inflation implicite, ce qui d'ailleurs est peut-être une forme de protection, c'est de regarder les obligations indexées sur l'inflation, peut-être même couvertes du taux nominal, en termes d'investissement de diversification pour se protéger de ce cadre de risque. Côté crédit, des spreads qui se sont à nouveau écartés. Là, on est sur du rendement, plus que sur des actions, qui peut commencer à se regarder, mais il y aura peut-être dans l'épisode de volatilité qu'on connaît aujourd'hui des points d'entrée peut-être plus intéressants. Donc, prudence aujourd'hui sur ces facteurs-là. Maintenant, ce qu'il va falloir suivre, c'est comment est-ce que les négociations peuvent aboutir et comment l'ensemble des pays peuvent sortir, je dirais, de ce conflit sans perdre la face de part et d'autre, ce qui semble pas forcément très bien engagé, toute escalade pouvant avoir un impact très fort sur les prix de l'énergie.
Un grand absent aujourd'hui dans le concert mondial qui pour l'instant n'a ni condamné ni favorisé l'action de la Russie, c'est la Chine qui s'est abstenue lors du vote à l'ONU, je le disais, et qui pourrait être en fonction de l'impact économique qui commence à se dessiner, un fort médiateur entre la Russie et l'Europe, puisque tout ce qui éloigne la Russie de l'Europe la pousse vers la Chine. Et donc Vladimir Poutine serait pour le coup nettement plus isolé dans ce contexte-là. Mais c'est sans doute encore trop tôt pour voir un mouvement de ce point de vue-là. Rappelons que la Chine fait face, elle, à un ralentissement qui était en train de s'estomper. Naturellement, l'ensemble des mesures prises va à nouveau bloquer des problèmes d'approvisionnement en matières premières, en matière de transport maritime dans les liens avec la Russie, et qui pourrait à nouveau éventuellement impacter la Chine, ce qui pourrait également, elle, la forcer à réagir. Voilà, donc nous allons continuer bien évidemment de suivre les impacts et les développements sur les marchés financiers, de faire des flashs éventuels hors rapport hebdomadaire si la situation le nécessitait, mais donc pour l'instant un message de prudence compte tenu des risques qui nous attendent que je viens d'évoquer. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à la semaine prochaine.